Bonsoir à chacun et à tous. Au sommaire ce soir, le Bénin revient des Olympiades panafricaines de mathématiques avec 9 médailles, dont une en or. Kwaro Yves Chabi a rencontré en mi-journée la délégation ayant participé à cette 31e édition à Johannesburg. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a félicité les 6 élèves représentants du Bénin à cette compétition régionale. Zoom sur une tisserande moderne de pagne traditionnelle à Natitengu dans cette édition. Afi Juliette Bossou est réputée pour son art dans la fabrication de cet accessoire de beauté bien prisé de plus en plus. On sera dans la cité des Nantos en milieu d'édition pour la découverte. Dispositions sécuritaires sur les axes routiers au cours de la 70e édition du pèlerinage marial à la grotte Aribo de Dassazoumé. Le Centre national de sécurité routière y a mis de l'expertise et de la qualité. Retour sur le rôle des séances de sensibilisation organisées dans ce cadre. Mais avant, actualité politico-judiciaire pour ouvrir ce 19h30, l'affaire Roumvi qui tient actuellement le haut du pavé au Bénin fait réagir Janvier Yarouédérou, l'ancien député à l'Assemblée nationale, connu pour ses dénonciations des dossiers de malgouvernance par le passé, s'est prononcé sur cette affaire ayant conduit à l'interpellation de Steve Amoussou. L'acteur politique s'est interrogé sur la méthode et les précautions que prenait ce cyberactiviste opposant pour jouer le rôle qu'il s'est assigné. Il aborde aussi ses réelles intentions en s'exilant dans un pays voisin, l'essentiel de sa réaction au micro de Franck Aounou. Vous savez, à chaque fois que j'écoute une chronique du frère Roumvi, je tombe là-dessus sur les réseaux sociaux, 3 préoccupations majeures me taraudaient l'esprit. La première, je me demandais, mais est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit? La seconde, pourquoi s'il s'est exilé et il parle sous un pseudonyme? Et je me demande, mais pourquoi autant de chroniques axées sur un même système? On peut faire une chronique et de temps en temps varier, mais une chronique, en réalité, ça donne le sentiment que, disons, c'est orienté et que c'est beaucoup plus une attaque directe plutôt qu'un sentiment de dénoncer un système ou une malgouvernance. C'était le sentiment qui m'animait. Lorsque vous avez envie de dénoncer, de contribuer au développement d'un pays à travers vos critiques, mais vous recherchez d'abord les preuves. Vous recherchez les preuves, vous les mettez en sécurité et vous dénoncez. Les concernés n'ont rien à faire d'autre que de s'aplatir devant vous. Vous fouillez parfaitement, vous recherchez, vous faites les enquêtes, ça peut durer des mois. Et lorsque vous réunissez le tout, vous multipliez. Vous multipliez au moins en 5 exemplaires, c'est ce que je faisais. J'envoie une copie dans le cloud sur satellite. Comme ça, à tout moment, lorsqu'on m'interpelle, je dois pouvoir exhiber les preuves. Je vais cacher un exemplaire dans un trou bien fabriqué dans mon champ. Les autres ailleurs et un exemplaire avec moi dans ma voiture tout le temps. Mais si je prends mon cas, puisque vous posez la question, j'avais à peu près l'âge de Roumvi ou légèrement 2 ans, 3 ans plus âgé. Et j'étais simple citoyen lambda, je n'étais pas député, rien. Lorsque je me suis mis à critiquer le système du général Mathieu Kérékou au pouvoir, j'avais écrit les vraies couleurs du caméléon, qui parlait, entre autres, de 14 milliards volés, détournés à la Sonapra. Ça parlait, parce qu'on ne veut pas laisser des traces de ce détournement, on a eu à incendier exprès le bureau du ministre et de la comptabilité. Au finish, pour sauver la campagne cotonnière 2001-2002, il a fallu que le gouvernement mette la main encore à la poche, obligé pour sortir 10 milliards pour financer cette campagne cotonnière. Les auteurs sont là, ils sont encore vivants, ils n'ont jamais payé, si vous voulez savoir.
dans un autre livre que j'avais appelé Le crépuscule d'un dictateur. Là, il était question du dossier, par exemple, Sensad, où les gens ont acheté des imperméables à 90 000, des gants à 70 000. Ils se sont partagés les villas que vous avez aujourd'hui, Villa Sensad là. Les parcelles, c'est des parcelles d'État au bord de la mer. Ils n'ont pas acheté. C'est des parcelles qui se sont partagées, donc découpées, sont partagées, gratos, jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses comme ça que j'ai eu à dénoncer. Au total, 70 milliards ont été volés dans cette affaire Sensad. C'était l'avion présidentiel. Tout ce que je disais, c'était preuve à l'appui. Hein? Et il y a eu le dossier de, comment on appelle ça, matériel agricole. Hein? Donc, sur le matériel agricole, c'est 20 milliards détournés. Donc, bref, lorsque vous avez des choses à dire pour critiquer un système, vous n'avez pas besoin de faire 200 chroniques. Vous prenez 2 bons dossiers, vous faites les enquêtes, vous publiez. Les gars, ils vont gesticuler comme des poissons hors de l'eau, mais ils ne pourront rien vous faire. Donc, vous n'avez pas besoin de fuir lorsque vous êtes dans le vrai. Donc, pour ce qui concerne le frère Oumvi, moi je pense j'espère qu'il a preuve de tout ce qu'il a eu à dire. Et que, pour l'instant en tout cas, que la justice fasse son travail. On attend la justice. Éducation maintenant, de retour de leur participation à la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. La délégation béninoise a rencontré cet après-midi le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Au menu de ce rendez-vous, le point des moments forts de cette compétition. Cette édition des OPAM a mobilisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, 142 candidats venus de 23 pays africains du 10 au 20 août dernier. La délégation béninoise, composée de 6 jeunes apprenants, a décroché 9 médailles. Ingrid Day nous fait le point de la rencontre. Ne dit-on pas, impossible n'est pas béninois? Le Bénin se révèle une fois encore sur la scène continentale. Pendant 2 jours de compétition aux Olympiades panafricaines de mathématiques, les 6 représentants du Bénin ont vaillamment défendu leur pays, ce qui leur a valu 9 médailles, 5 en bronze, 3 en argent et 1 en or. La délégation a présenté au ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle le point de la participation à cette 31e édition des OPAM à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le premier temps fort, c'est qu'il y a un premier jury qui est mis en place, constitué de 2 Béninois, en plus les représentants des autres pays. Le rôle de ce jury, c'est d'identifier les problèmes auxquels on va soumettre les candidats. L'un des critères, c'est que ce problème doit être original, inédit. Cela ne doit exister nulle part. C'est le critère le plus fort. Donc c'est suite à ça que les 6 se sont identifiés et les enfants composent pendant 2 jours. Premier jour, 3 problèmes. Deuxième jour, 3 problèmes. Et chaque problème est noté sur 7. Donc au total, il faut avoir 42 points si on a réussi tous les 6 problèmes. Le fait d'avoir toutes ces médailles nous a vraiment honorés et nous sommes vraiment fiers de nous. Cette prouesse des lauréats aux OPAM 2024 est le fruit d'un processus qui a démarré depuis 2023 au Bénin. Elle a été possible grâce aux efforts des encadreurs et du gouvernement. Après avoir exposé au ministre et à l'assistance les moments forts de cette compétition, ils reçoivent en retour leurs félicitations et à travers eux, celles de toute la nation béninoise. Les réformes engagées dans le domaine de l'éducation depuis quelques années par le gouvernement de la rupture ont contribué à améliorer significativement les résultats scolaires. C'est dans cette même perspective d'excellence scolaire que le gouvernement a autorisé la participation de notre pays à la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ces résultats contribuent davantage au rayonnement de l'image de marque de notre pays sur le plan international. C'est pourquoi je tiens à adresser, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, mes vives félicitations à nos vaillants ambassadeurs. L'édition 2024 des OPAM a mobilisé à Johannesburg 142 candidats provenant de 23 pays africains. Après les échanges avec le ministre, les 6 lauréats béninois ont reçu leur lettre de participation et de félicitations.
L'Institut régional de santé publique IRSP accueille cette semaine à Ouida la 4e édition du cours national de paludologie. La session qui est organisée par le ministère de la Santé, 10 années après la 3e édition, vise à renforcer les compétences des acteurs de la santé. Cela entre dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme. Les travaux qui se tiennent jusqu'au 7 septembre prochain ont été lancés par le directeur national de la santé publique. Le compte rendu avec Ouliat Sanoussi. Le cours national de paludologie reprend après 10 années d'interruption. C'est la 4e édition qui est lancée ici à l'Institut régional de santé publique à Ouida. 26 cadres de la santé provenant des 12 départements, dont des médecins, pharmaciens, spécialistes de santé publique, biologistes, y participent sur les 86 qui ont postulé à ce programme. La session est organisée pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le paludisme. Il est important que pour lutter contre une maladie comme ça, que nous ayons des cadres, des ressources humaines avertis pour mettre en place les stratégies. Pour que la lutte soit efficace, il faut que ceux qui la mettent en œuvre soient quand même efficaces aussi. C'est l'opportunité d'informer les acteurs qui sont sur le terrain et les professionnels de santé des nouvelles stratégies qui existent afin qu'ils aient les éléments qu'il faut, la connaissance appropriée pour vraiment mener une lutte relativement vraisemblable pour qu'on aille à l'élimination du paludisme dans notre pays et dans la sous-région. Le paludisme représente un problème de santé publique. Il est donc important de mettre en place un cadre de formation des acteurs, d'où la 4e édition du cours national de paludologie, organisée avec le soutien de plusieurs partenaires, dont la Fondation Bill et Melinda Gates. Pour nous, l'élimination n'est pas une utopie. L'élimination est totalement faisable si nous travaillons différemment. La lutte contre le paludisme appelle à une approche multisectorielle et une combinaison d'interventions. L'action de l'OMS est de soutenir les initiatives stratégiques visant à maintenir le déploiement équitable des services de lutte contre le paludisme et d'éliminer cette maladie. Au Bénin, le paludisme demeure une endémie majeure. Malgré les différentes actions menées par le gouvernement, la maladie persiste. Elle représente 46% de motifs de consultation dans les formations sanitaires et environ 50% chez les enfants de moins de 5 ans. Les stratégies qui sont mises en œuvre par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme sont entre autres celles pour assurer le diagnostic, la prise en charge des cas, la lutte contre le vecteur, mais également la communication pour un changement de comportement, pour venir à bout de cette endémie. Les attentes que le secteur et monsieur le ministre placent dans cette formation sont très grandes. Mais je n'ai pas de doute quand je vois le processus. C'est pourquoi j'exhorte les participants à l'assiduité durant les 3 semaines que dureront les différents travaux. La formation qui a démarré le lundi 19 août prend fin le 7 septembre prochain. 7 modules sont prévus, entre autres, l'introduction à la paludologie, la gestion de la lutte contre le paludisme, la communication et le suivi-évaluation des activités de lutte. Ces cours théoriques seront appuyés par des séances pratiques et des visites de terrain. Plus qu'un pas entre la santé et l'environnement. Lutter contre l'affichage sauvage dans les grandes villes du Bénin, c'est le défi que s'est lancé un jeune béninois depuis plusieurs années déjà. Anna Seko s'est déjà fait remarquer plusieurs fois à Cotonou et à Bomey-Calavi à travers des opérations de nettoyage. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de l'activiste ce week-end. On découvre mieux son mouvement. Voici le reportage de Hugues Vinibé présenté par Maël Roubelou. Passage supérieur de Weiho à Cotonou. C'est ici que nous avons rendez-vous avec un jeune activiste pas comme les autres. Anna Seko est activiste environnementale. Son combat, l'affichage sauvage sur les édifices publics. Sous l'infrastructure routière, le phénomène crève les yeux. La plupart des piliers sont irrégulièrement transformés en tableaux d'affichage. J'ai commencé avec ce mouvement par une indignation. J'étais indigné de voir que à chaque période électorale, ou bien même s'ils ne sont pas en période électorale, des entreprises ou des populations
colle les affiches partout, sur des édifices publics, sur la voie publique, sur même les panneaux de signalisation un peu partout. À l'indignation de l'activiste s'ajoute l'impact négatif des affiches sur l'environnement. Les affiches sauvages ont des impacts sur l'environnement. Déjà, il y a la pollution visuelle, la pollution esthétique qui touche à notre monde de splendeur qu'est le Bénin. Mais au-delà de ça, il y a l'atteinte à la santé publique. Parce que les affiches sauvages, parfois, lorsqu'ils sont en train de se dégrader pour devenir des déchets, ils sont fatigués, ils émettent dans l'environnement des substances, les encres avec lesquelles ils ont imprimé les affiches, là, se retrouvent dans l'environnement. Et ces encres-là sont toxiques pour la santé publique. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous parlons de traité de négociation sur la pollution plastique. Nous parlons de milliards de microplastiques, de nanoparticules de plastique qui se retrouvent dans notre environnement. Et c'est en 2020 que, déterminé à circonscrire l'ampleur du phénomène, Anas Seko entre en scène. Il investit les rues de Cotonou et débarrasse plusieurs infrastructures d'affiches entamant l'esthétique de la ville. En 2023, il mobilise à travers son mouvement une foule de jeunes pour une opération de nettoyage à ce même endroit. Objectif, passer un message fort aux autorités et aux entreprises. Cette action sera suivie de plusieurs autres initiatives. Juste après le nettoyage de toutes les affiches sauvages ici, sur le passage supérieur de Weho, nous avions fait près de 3 à 6 mois de suivi. C'est-à-dire que quand nous venons ici à Weho et que nous voyons des entreprises qui collent leurs affiches, nous prenons leur numéro et nous les appelons au téléphone ou nous leur laissons un message WhatsApp. Et laisser des plaidoyers écrits au ministère du cadre de vie un peu partout et également en profiter pour sensibiliser les populations sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, seul sur le terrain, l'activiste nous offre une démonstration. Muni d'un couteau, d'une éponge en fer, d'une pelle et d'une bouteille d'eau, il défait de vieilles affiches. C'est ça en fait le problème avec les affiches sauvages. Les débris tombés par terre pendant l'opération sont soigneusement ramassés puis jetés à la poubelle. J'appelle donc les Béninois à faire attention à cette pollution esthétique-là et à réfléchir à des solutions de remplacement de la pratique des affiches sauvages. Aujourd'hui, il y a des panneaux libres d'affichage qui se font ailleurs qu'on peut faire ici au Bénin. Tant qu'on ne va pas se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, on va continuer à polluer notre environnement. Aux autorités, je vais demander un suivi. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut un suivi derrière ce décret-là qui interdit les affiches sauvages. Il faut des campagnes de communication et de sensibilisation et surtout, il faut trouver des alternatives aux entrepreneurs. Faute de moyens, le mouvement de Anas Seko connaît un coup d'arrêt. Le jeune activiste espère que les autorités prendront le relais pour des résultats encore plus tangibles. À Nati Tengou, maintenant, plusieurs femmes à la quête d'une autonomisation financière embrassent le métier de tissage de pagne traditionnel, de plus en plus sollicité dans la mode. Au nombre de celles-ci, Damafi Juliette Bossou, artisane qui se distingue des autres tisserandes de la ville par son ingéniosité et la modernité qu'elle a su imprimer à son travail. Alas Sadarouna a poussé sa curiosité en allant à la découverte de cette tisserande tradie moderne. Reportage. Damafi Juliette Bossou, la quarantaine révolue, est maîtresse tisserande et promotrice du centre de formation Gousounon Kenrou au quartier Wurubona à Nati Tengou. Mariée, mère de 5 enfants et passionnée du tissage, elle va très vite embrasser ce métier juste après son certificat d'études primaires CEP et ce contrairement à la volonté de son géniteur qui rêvait de la voir poursuivre ses études secondaires au collège. Je suis devenue tisserande par passion. Quand j'ai eu mon CEP, j'ai dit à mon papa que je vais faire le tissage. Et il me disait en son temps que je ne vais pas apprendre le tissage. J'ai dit c'est ça, je vais faire ou rien. Il a dit non, si c'est ça, lui ne veut pas dépenser dans quelque chose qui ne va pas marcher. Et il a
il m'a laissé, il m'a oublié. Moi-même, j'ai dit, je ne vais pas faire ce qu'il dit. Parce que lui dit, je vais faire la couture ou rien. J'ai dit, si c'est ça, je ne fais rien. Moi-même, je vais rester là. C'est là un jour, un Dieu lui a dit, ah papa, aujourd'hui, on ne fait plus ça. L'enfant, c'est ce que l'enfant veut, que l'enfant fait. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Et c'est là, il m'a laissé et il m'a inscrit et j'ai commencé. Et c'est comme ça, j'ai fini. J'ai fait 1 an et j'ai fini ma formation. De la petite tisserande du quartier avec 1 à 2 métiers à tisser, la voilà aujourd'hui avec un centre de formation en tissage et joaillerie dénommé Goussenon Kenrou. Un centre qui accueille chaque année de jeunes filles déscolarisées en situation difficile. Une incursion dans ce centre et le constat est là. Une vingtaine de métiers à tisser avec un travail à la chaîne. Ici, c'est les fils, la matière première des tisserands. Et avec ça, nous tissons nos pagnes. C'est avec ça nous faisons nos pagnes tissées. Ça, c'est fil coton et ça vient du Burkina. C'est en échevette. Ceci, c'est en rouleau, c'est fil coton. On achète ça aussi au Bénin, sur place. On achète ça aussi au Burkina. Ceci, c'est à Lokossa, on achète ça. Ça, c'est coton aussi. C'est ceci, c'était en échevette, c'était tout beige. Et pour arriver ici, on lave. On enlève l'huile qui est sur ça. Et on teinte ça. On donne la couleur que le client veut. C'est quand on quitte ici, on va maintenant pour faire la chaîne. Bon, ce que elle est en train de faire, c'est la chaîne. Elle est en train de faire la chaîne. Après l'étape de la chaîne, nous voici vers le métier pour faire le nouage. Le nouage, c'est lorsque le métier est ancien et on a déjà tissé un pagne dedans, on noue le nouveau sur l'ancien. Mais si le métier n'était pas ancien, on n'avait rien fait dedans. En ce temps-là, on va faire l'empilage et l'empayage. Après tout ce qu'on a fait de la chaîne au nouage, maintenant nous sommes sur le métier, maintenant c'est le tissage. On veut commencer par tisser pagne. Et ce métier, c'est grand largeur, de 4 pédales. Ça tisse un pagne entier en même temps. Ici, c'est un autre métier horizontal, petit, qui tisse les pagnes, les petites largeurs. Après tous ces circuits, voici le produit fini, un pagne traditionnel tissé Bariba, prêt à être exposé dans cette boutique d'exposition-vente. Voici le produit fini. Et on amène ça dans la salle d'exposition de Goussenon Kenrou. Ces pagnes tissées ici, ces gammes, c'est des motifs riches, nous-mêmes on appelle ça. Si quelqu'un vient, on te demande, tu veux pas un tissé tigan. Et si c'est ça, bon, ça, les gens achètent ça pour faire la dot, le mariage. Et ces pagnes sont aimées par plusieurs personnes. D'autres appellent ça les quintés, parce que pagne quinté, c'est le Ghana qui fait ça. Le Bénin n'arrive pas à faire ça, mais maintenant on a commencé par faire ça un peu. En tout cas, à Goussenon Kenrou, on se débrouille et on fait sortir des motifs quintés. Et plusieurs cherchent ça, les gens quittent même Ghana pour commander, les gens quittent ailleurs, Togo, Burkina, pour acheter ça. La qualité des pagnes exposées dans cette boutique se distingue singulièrement des autres de la place, ce qui attire aussi bien la clientèle locale que celle étrangère. Franchement, les produits qui sont exposés au niveau de la boutique Goussenon Kenrou sont vraiment très jolis. La promotrice arrive à mélanger des couleurs qui attirent la clientèle. Moi, auparavant, j'avais au moins 3 motifs de pain tissé et j'avais même dit que bon, c'est trop pour moi, que je n'en veux plus. Mais il a fallu que je fasse un tour à la boutique et arrivé, j'ai constaté que waouh! Mais derrière cette ingéniosité et ce savoir-faire se cachent assez de difficultés. Bon, les difficultés que nous traversons, c'est les méventes. On n'a pas trop de la clientèle. Autre difficulté encore, c'est la matière première. Pourtant, on cultive le coton au Bénin. Si ce n'est pas le fil de Estes à Lokossa qu'on achète, mais le fil coton même qu'on va prendre, teinter, faire ce qu'on doit faire, c'est au Burkina et la Côte d'Ivoire. Ce jour,
Le centre Goussounon Kenro procède à la remise d'attestations à ses apprenantes de la promotion 12. Moment de convivialité, mais aussi de grandes émotions. Je remercie. De ses 25 ans d'expérience, Dame ma fille Juliette Bossou, promotrice de Goussounon Kenro, a su s'imposer par la finesse de son travail et la qualité de ses produits sur le marché local, sous-régional et même lors des foires d'exposition-vente. Et voilà pour ce qui est de cette découverte. On va finir ce journal avec le Centre national de sécurité routière qui a déposé des agents à tous les points stratégiques de la ville de Dassazouma lors de la 70e édition du pèlerinage marial à la grotte Arigo. Leur rôle était de contraindre les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation, ce que nous dit ici Imet Hélène Amoussou. Descente conjointe de la police républicaine et du Centre national de sécurité routière CNSR, les deux cadrés ici la ville de Dassazouma afin de prévenir en cette période de pèlerinage marial d'éventuels cas d'accidents ou conflits routiers sur les différentes artères aux points stratégiques ainsi que sur les divers carrefours. Les équipes se sont employées à réguler la circulation pour permettre aux usagers de se déplacer en toute quiétude. Le souci numéro 1, c'est de tout faire pour que tout se passe sans incident grave, c'est-à-dire accident de la voie publique. Le Centre national de sécurité routière saisit des occasions comme le pèlerinage de la grotte mariale de Dassazouma pour non seulement aller à la rencontre de ces usagers de la route, notamment les deux roues, qui sont les usagers vulnérables, pour non seulement aller les sensibiliser, mais aussi parler également de cet équipement de protection qu'est le casque. Nous les avons également évalués à travers les signalisations routières. C'est pour dire que le Centre national de sécurité routière est dans la dynamique de la protection des usagers de la route et également de la prévention des risques routiers. Jusque-là, tout se passe bien quand même. Il n'y a pas encore d'incidents qui puissent créer des dommages corporels à qui que ce soit. On va demander aux pèlerins de rester calmes, sereins et de rester disciplinés. En amont au travail de terrain, des regroupements sur les gares routières et autres points d'affluence ont été organisés. À l'occasion, les agents du CNSR ont sensibilisé les usagers sur les règles élémentaires de conduite sur les routes. L'éducation routière a aussi abordé la question de la limitation de vitesse, le port de casque, les règles de dépassement ou encore les prescriptions concernant la conduite en état d'ébriété ou de fatigue. Nous leur avons parlé de l'excès de vitesse. Nous leur avons parlé des dépassements défectueux. Pourquoi? Parce que ce sont les sources de l'insécurité routière. Nous avons dit aux usagers de la route qu'en République du Bénin, en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Et chaque fois qu'ils ne respectent pas ces dispositions, ils font de l'excès de vitesse. En race campagne, nous leur avons dit de prendre toutes les dispositions pour ne pas excéder les 90 km/h. Un conducteur, qu'il soit motocycliste ou automobiliste, il ne peut pas être sous l'empire de l'alcool et prendre son moyen de déplacement, sinon il s'expose. Depuis quelque temps, au regard de l'importance de la forte implication des conducteurs d'engins à deux roues dans les cas d'accident, nous avons estimé qu'il faut qu'ils aillent passer le permis de conduire. Donc le jeu concours que nous organisons ici aujourd'hui, c'est une façon d'inciter cette cible d'usagers de la route à aller passer son permis de conduire. Une routine pour le CNSR, cette descente est organisée chaque année à l'occasion du pèlerinage marial à la grotte Notre-Dame d'Arigo de Dassa. En plus des échanges, l'éducation routière a permis de distribuer des casques à certains usagers qui ont convenablement répondu aux questions lors de la sensibilisation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.